Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux ce soir. Merci également à Pascal Ratier et puis à la Cité des Sciences pour accueillir cette conférence qui, comme il l'a dit, vient clore une série de conférences que vous avez peut-être vues d'ailleurs. Où on a parlé de l'origine de la vie, de l'explosion de la vie au début de l'ère primaire, sur la sortie des eaux, des grands événements qui ont marqué le vivant. Pour ma part, je vais m'intéresser un peu plus à un sujet, comme il l'a dit, transversal, ou plutôt longitudinal, puisqu'on va parcourir l'ensemble des temps géologiques ensemble, en regardant, en s'intéressant un peu plus de près à un sujet ou à un double sujet. Le premier, c'est de connaître la biodiversité du passé. Aujourd'hui, on connaît à peu près la biodiversité actuelle. Le sujet de ce soir, ça va être de voir comment cette biodiversité a évolué au cours des temps géologiques. Et puis, lorsqu'on s'intéresse à l'histoire de cette biodiversité, on est obligé de s'intéresser aux grands événements qui l'ont marqué, notamment en termes d'extinction, c'est-à-dire de chute de cette biodiversité. Donc, c'est ces grands thèmes que l'on va aborder ensemble. Pour aborder ces grands thèmes, j'aurais pu vous présenter une série de faits, de chiffres que les scientifiques ont mis au jour. J'ai décidé, pour ce soir en tout cas, de vous faire partager un peu la démarche des scientifiques, c'est-à-dire de vous montrer quelles sont les questions que l'on se pose et aussi les problèmes auxquels on est confronté quand on étudie ce type de sujet. Donc, commençons par le commencement. Pourquoi étudier la biodiversité passée, c'est-à-dire la biodiversité au cours des temps géologiques? Pourquoi paye-t-on des gens pour étudier ces phénomènes-là? Eh bien, il y a plusieurs réponses. D'abord, comme vous le savez, la biodiversité actuelle est en danger puisque beaucoup d'espèces disparaissent de manière journalière. Et évidemment, la priorité actuelle, gouvernementale à travers le monde, est de connaître quel est l'impact des activités humaines sur cette biodiversité. Quels sont les phénomènes qui font disparaître des espèces vivantes, et puis quelles seront les conséquences, quelles vont être les vitesses de ces extinctions, de ces disparitions. Donc, lorsque l'on étudie dans un tel contexte, il est évidemment nécessaire de replacer ce phénomène, mais dans un contexte historique, voir ce qu'il y avait avant l'homme, pour répondre à plusieurs questions. La première, ça va être de voir que se passait-il avec la biodiversité avant l'apparition de l'homme, lorsque les activités humaines n'étaient pas là pour détruire des habitats et anéantir des espèces. L'autre question, elle est plus fondamentale, c'était répondre à la question quels ont été les processus qui ont d'abord généré cette biodiversité et puis qui ont orienté sa trajectoire au cours des temps géologiques. Alors ça, c'est très important de comprendre l'historique du phénomène qui occupe les hommes aujourd'hui. Et c'est d'autant plus nécessaire que lorsque l'on fait un bilan de toutes les espèces qui ont vécu sur notre planète depuis son origine, on se rend compte que plus de 99% de ces espèces ne sont plus présentes aujourd'hui. Donc l'essentiel de cette biodiversité, elle est passée, elle est dans ce qu'on appelle le registre fossile, c'est-à-dire l'ensemble des fossiles que l'on trouve, que l'on a trouvés, que l'on a étudiés à l'heure d'aujourd'hui. Alors, on pourrait croire que ce cahier des charges, si vous voulez, ces questions sont modernes et d'actualité. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier que ces questions sont aussi très anciennes au sein de la communauté des paléontologues. Par exemple, j'ai choisi ce petit extrait qui est un texte issu de l'Académie des sciences de Paris. Vous voyez la date, c'est en 1850, c'est-à-dire il y a plus d'un siècle et demi. Et à cette époque, l'Académie des sciences a proposé un grand prix scientifique, une sorte de grande récompense scientifique, à quiconque pourrait répondre et apporter des éléments de réponse aux questions suivantes. Étudier les lois de la distribution des organismes fossiles au cours des temps géologiques, dans les différentes couches géologiques, en fonction de leur superposition. Discuter de la question de leur apparition, de leur disparition, simultanée, progressive, brutale, soudaine, etc. Et puis enfin, chercher la nature de la relation qui existe entre le monde d'aujourd'hui, tel que nous le connaissons, et puis les états antérieurs du monde, c'est-à-dire la biodiversité du passé. Donc vous voyez que les questions qui animent de plus en plus la communauté scientifique aujourd'hui sont des questions qui étaient présentes il y a plus d'un siècle et demi.
Alors, il y a une raison à ça, une raison simple, c'est parce que ces questions sont en fait fondamentales à la science et à la paléontologie en particulier. La paléontologie est un des aspects d'une discipline plus vaste qui intègre une partie des résultats de la paléontologie. Cette discipline, c'est la biologie évolutive, c'est comprendre l'évolution du vivant. Cette biologie évolutive, elle a deux grandes questions centrales. La première, c'est quelle a été l'histoire de la vie? Et la seconde, c'est quelles sont les causes et les mécanismes de l'évolution. Donc évidemment, la paléontologie, elle peut répondre à ces différentes questions, notamment la première. Elle peut décrire quelle a été l'histoire de la vie et de la biodiversité au cours du temps, mais elle n'est pas seule. Elle est encadrée par d'autres disciplines comme la systématique, c'est-à-dire l'art de retrouver, classer les espèces et de comprendre leurs relations de parenté, et puis toute une autre série de disciplines que vous connaissez, je pense, comme la génétique, l'étude du génome, comme la biologie du développement, savoir comment on passe d'une cellule à un organisme entier, à l'étude du comportement, qu'on appelle l'éthologie, et puis enfin à l'écologie, c'est-à-dire l'étude des écosystèmes et de leur fonctionnement. Donc ça, c'est simplement une petite introduction pour vous montrer quel est le contexte scientifique dans lequel on va parler ce soir. Ce n'est pas seulement une discipline, ce n'est pas seulement la paléontologie, ce n'est pas seulement les fossiles. Ça s'intègre dans un domaine beaucoup plus vaste qui est l'étude de l'évolution et de l'histoire de la vie. Alors maintenant qu'on a vu pourquoi est-ce qu'on allait étudier la biodiversité du passé, nous allons voir en pratique comment est-ce qu'on étudie cette biodiversité fossile. Alors on peut le résumer en quelques étapes, un peu simplifiées, c'est vrai. La première étape, c'est d'abord aller sur le terrain, trouver des fossiles, les extraire des couches de roches sédimentaires où ils sont préservés. Il va falloir identifier chacun de ces fossiles, ce qui n'est pas une tâche très facile, et enfin les dater pour pouvoir connaître leur âge, leur donner, si vous voulez, une carte d'identité avec un âge, un nom et une provenance. La deuxième phase va consister à compter ces espèces, à essayer d'en faire un bilan de tout ce que l'on sait, un bilan de leur nom, de leur âge, de leur provenance, pour y voir un peu clair et avoir une vue d'ensemble de ces espèces fossiles. Et grâce à ces comptages, on arrive à la troisième étape de ce processus. On va pouvoir générer des graphiques ou des courbes, c'est-à-dire des diagrammes qui vont résumer ces données. Par exemple, une courbe de la diversité pour voir, au cours des temps géologiques ici à la verticale, voir quelles ont été les variations de la diversité, avec une diversité par exemple faible ici, et puis dans certains endroits, elle va être très élevée. Donc il faut d'abord décrire ces variations de la biodiversité, et quand on les a décrites, eh bien comprendre pourquoi est-ce qu'elles varient dans ce sens-là, pourquoi est-ce qu'à un moment elle est plus élevée, pourquoi est-ce qu'à d'autres moments elle s'effondre. Alors pour répondre à ces questions, quand on va étudier la biodiversité dans son ensemble, c'est une grande tâche, il va falloir travailler dans les bibliothèques et puis compiler, rassembler toutes les connaissances, non pas ses propres connaissances à soi, mais également les connaissances des collègues dans l'ensemble du monde, et construire des bases de données qui vont, elles sont un peu compliquées ici, je vous en donne juste un extrait pour voir à quoi ça peut ressembler, et pour avoir donc une vue d'ensemble et pouvoir travailler sur ces bases de données. Alors, avant d'aller plus loin et de vous dire enfin à quoi ressemble l'évolution de la biodiversité au cours des temps, comme je vous l'ai dit, je voudrais vous montrer aussi quels sont les problèmes majeurs auxquels les chercheurs, les paléontologues en particulier, sont confrontés lorsqu'ils font ces études. Alors, simplement pour vous illustrer un problème très simple, voici une ancienne estimation dans les années 70 de la biodiversité, du nombre des espèces fossiles au cours des temps géologiques. Donc on part d'il y a environ 540 millions d'années jusqu'à l'actuel ici. Et ces diagrammes, ces barres ici vous donnent la quantité, le nombre d'espèces. Vous voyez qu'on va de 200 à 600. C'est pour un groupe particulier d'invertébrés marins. Voici ce que l'on observe, voici ce que l'on connaît de cette biodiversité. Maintenant, on se dit, c'est vrai que ces fossiles proviennent de roches qu'on est allé échantillonner, et il est vrai que les roches les plus récentes sont souvent les plus facilement accessibles parce qu'elles sont au sommet de cette colonne stratigraphique.
Et lorsqu'on étudie la surface de ces différentes roches en fonction de leur âge, vous voyez que les roches récentes sont beaucoup plus nombreuses que certaines roches qui sont beaucoup plus anciennes. Donc si on a plus de roches, on va pouvoir en extraire plus de fossiles et donc on s'attend à avoir une diversité plus élevée. Pareil il en est de même pour le volume estimé des sédiments, même si la courbe est un peu différente. Et puis on a aussi étudié l'intérêt paléontologique, parce qu'après tout, ce sont des hommes qui font la science, des hommes et des femmes. Simplement, on va voir combien est-ce qu'il y a de paléontologues qui travaillent sur les couches qui sont datées du récent, des couches récentes, et puis combien de paléontologues s'intéressent à des groupes qui ont existé dans les temps un peu plus anciens. Eh bien, ce que l'on observe, c'est que la diversité que l'on a mesurée, vous voyez qu'elle ressemble un peu comme deux gouttes d'eau à certains motifs que l'on connaît dans le type de roche que l'on va échantillonner. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agirait simplement d'un biais et que notre estimation de la diversité serait fausse. Tout simplement parce que l'on a plus de roches ou parce que plus de paléontologues travaillent sur les espèces récentes et donc on s'attend à avoir plus de travaux publiés sur ces espèces récentes. Et si on a plus de travaux, on va avoir une plus grande diversité connue pour nos estimations. Donc il y a là un grave problème que l'on essaye de résoudre, que l'on a réussi à résoudre en partie, mais qui est toujours présent lorsqu'on étudie la diversité fossile. Autre problème, cette diapositive nous montre une carte du monde avec les différents gisements. Chaque point bleu est un gisement où on a trouvé des fossiles et on les a étudiés. Alors évidemment, beaucoup de points se chevauchent. Vous voyez que l'Europe est couverte de points de gisements fossiles, que toute l'Amérique du Nord également, qu'en Asie c'est très dense. Par contre, on voit très nettement sur cette carte que l'Afrique, par exemple, ou l'Amérique du Sud, l'Australie et certaines zones qui bordent le Pacifique sont relativement sous-échantillonnés, c'est-à-dire qu'on connaît peu de sites fossiles dans ces régions. Alors qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? C'est lorsque l'on va vous présenter l'histoire de la biodiversité à partir des fossiles, cette biodiversité est essentiellement une biodiversité des continents de l'hémisphère nord. Pour connaître la biodiversité de l'hémisphère sud, on a des données beaucoup plus restreintes. C'est-à-dire que nos estimations qui se disent être globales sont le plus souvent largement dominées par les fossiles connus dans l'hémisphère nord. Enfin, autre souci, je ne vais pas vous en faire une liste, ils sont très longs, mais en voici un autre. Lorsque l'on parle des extinctions, on va revenir sur ce point tout à l'heure, un grand débat, une grande question pour les scientifiques, c'est de savoir est-ce que ces extinctions sont graduelles, elles sont progressives, ou bien est-ce qu'elles sont très brutales, soudaines, où beaucoup d'espèces s'éteignent. Alors sur ce petit schéma, j'ai représenté ici des barres verticales, elles représentent la durée de vie d'une espèce au cours des temps géologiques qui vont cette fois-ci vers le haut. Donc du plus ancien ici vers le plus jeune en haut. Voici une limite qui peut être une limite entre deux ères, par exemple, où il va y avoir une extinction. Et ça, c'est la véritable histoire. C'est-à-dire que beaucoup d'espèces vivaient, puis soudainement, elles se sont toutes éteintes. Et puis après, d'autres espèces ont vu le jour et ont commencé à commencer leur évolution. Ça, c'est la véritable histoire. Maintenant, tous ces fossiles sont préservés dans des roches, et il arrive que ces roches ne soient pas préservées, qu'elles soient érodées, que les fossiles soient déformés et ne soient plus reconnaissables. C'est-à-dire qu'on va faire apparaître dans les roches sédimentaires qui contiennent ces fossiles ce qu'on appelle une lacune, c'est-à-dire une lacune de préservation, un manque de fossiles. Et vous voyez que quand ces lacunes sont distribuées de manière plus ou moins aléatoire, ou plus ou moins ici de manière plus ou moins progressive, ben, l'observation de la diversité va être elle-même complètement biaisée. Donc, plutôt que d'avoir une limite très stricte entre les espèces qui s'éteignent et celles qui s'apparaissent, un événement soudain, nous, ce que l'on va observer, c'est un phénomène progressif. Mais ce phénomène progressif n'est pas réel, il est simplement le résultat d'un problème de préservation. Et on a exactement la situation inverse, c'est-à-dire que l'on peut avoir une histoire qui était progressive, avec une série d'espèces qui apparaissent et qui disparaissent. Et si l'on observe, si sur le terrain, tous ces fossiles ici au niveau de la limite ne sont pas préservés, on va obtenir quelque chose de brutal. Donc si on prend uniquement cette observation
sans en tenir compte, on risque de dire cette extinction est brutale, ou ce phénomène ici, il y a une limite très très marquée, très importante pour les organismes, alors qu'en fait, cette limite n'avait aucun rôle à jouer. Donc vous voyez que ces quelques exemples, ici un peu schématisés, mais sont des très très gros soucis que l'on a au jour le jour quand on étudie la diversité, mais aussi les extinctions, y compris les extinctions fameuses comme celle des dinosaures. Enfin, et c'est une critique qui est souvent donnée pour les paléontologues et leurs travaux, on leur dit attention, on sait que tous les organismes ne sont pas trouvés à l'état fossile. Par exemple, tous les vers de terre ou d'autres organismes qui n'ont pas de squelette qui se préservent facilement vont être souvent absents des roches dans lesquelles on les cherche. Donc, on sait et on avoue, il n'y a pas aucun souci là-dessus, que le registre fossile, c'est-à-dire l'ensemble des fossiles, est quelque chose d'incomplet. Et notre connaissance de ce registre fossile est elle-même incomplète, puisqu'on n'a pas échantillonné tous ces fossiles. Alors la grande question, c'est de savoir, est-ce que le fait que ce registre fossile soit incomplet, est-ce que ça veut dire qu'il est inadéquat pour étudier l'évolution de la vie? Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous parler ce soir pour vous présenter de la biodiversité passée? Eh bien la réponse est non, c'est-à-dire que bien que le registre fossile soit incomplet, on estime qu'il est largement adéquat pour raconter les grandes étapes de l'évolution et de la biodiversité passée. Tout ceci parce qu'un état incomplet, le fait d'être incomplet, ne veut pas dire que la base de données que l'on a, que l'on utilise, est biaisée et inadéquate. On a plusieurs exemples pour, non pas s'excuser, mais pour montrer que ce fait n'est pas une lacune propre aux paléontologues. Par exemple, le registre incomplet des espèces actuelles. On sait aujourd'hui que la biodiversité, pourtant qui nous intéresse, avec beaucoup de biologistes qui l'étudient, est incomplètement connue. On ne sait pas, on ne connaît pas à l'heure actuelle le nombre exact d'espèces vivant sur notre planète. Par exemple, je vous ai donné ici un petit extrait d'un biologiste, enfin de deux biologistes anglais, qui disent que nos connaissances actuelles, des groupes actuels d'organismes, notamment les organismes terrestres, comme les insectes par exemple, sont sommaires au mieux, surtout pour les groupes qui sont très diversifiés. On découvre aujourd'hui de très nombreuses espèces de coléoptères ou d'insectes ou d'autres organismes et qui montrent qu'à l'heure actuelle, on ne connaît pas les êtres vivants qui vivent sur notre planète. Donc, a fortiori, celles qui ont vécu avant non plus. Donc, on voit, la biodiversité actuelle n'est peut-être que la partie immergée d'un iceberg de créatures qui restent encore à découvrir. La seule question est de savoir quelle est la taille de cette partie immergée de l'iceberg. On ne sait pas combien il reste encore d'espèces actuelles à découvrir. Tout ça pour dire qu'il n'y a peu de données en science qui soient complètes, exhaustives. Le registre fossile n'est pas une exception. Et évidemment, nous avons des problèmes avec ceci. Des problèmes, oui, mais pas des problèmes fondamentaux. Tout ça parce qu'on va pouvoir utiliser cette base de données pour illustrer les grandes étapes de la biodiversité et de l'évolution. Des études, en effet, ont pu montrer que ce registre fossile, certes, est incomplet, mais il est incomplet de manière homogène. C'est-à-dire qu'il n'est pas incomplet dans un compartiment et qu'il ne le serait pas dans l'autre. Il y a vraiment une homogénéité de cette incomplétude, et ce qui nous permet en fait d'avoir une image relativement significative. Bien, après tous ces problèmes techniques, j'allais dire, qui vous font un peu plus pénétrer dans le monde des scientifiques et de leurs problèmes, nous allons voir maintenant quelle est la trajectoire de cette biodiversité, quelle a été son évolution au cours des temps géologiques. Comme nous l'avons vu, cette question est une question ancienne, et c'est pour ça que je vous présente les travaux d'un chercheur qui s'appelle Phillips, qui a travaillé ici en 1860, donc il y a un siècle et demi environ. Et voici la toute première courbe de la diversité, de la biodiversité au cours des temps géologiques. Les temps fossilifères, il y a environ 540 millions d'années, commencent ici, et puis nous sommes dans l'actuel, ici à droite. Alors cette toute première courbe, elle montre quelque chose de très intéressant. Comme vous le voyez, cette courbe est divisée en trois grands ensembles. Une première ici, qui s'appelle la vie paléozoïque, et qui correspond simplement à ce qu'on appelle la vie à l'ère primaire. Un deuxième ensemble ici, qui correspond à ce qu'on appelle la vie mésozoïque, et qui est tout simplement l'ère secondaire. Et enfin, ici, tout ce dernier paquet, qui correspond à ce qu'on appelle la vie cénozoïque, et qui est la vie à l'ère tertiaire.
Alors, ces travaux de Phillips sont très importants parce que, même s'ils sont anciens, ils montrent déjà qu'il y a plus d'un siècle et demi, les paléontologues avaient suffisamment de données en leur possession, en leur pouvoir, pour montrer que cette biodiversité pouvait être décomposée en 3 grands paquets et qui correspondent aux grandes aires géologiques. Vous savez peut-être que l'échelle des temps géologiques, et notamment les grandes aires et les grandes périodes qui la composent, ces limites ont été définies à partir des grands changements de cette biodiversité. Eh bien, Phillips met ça en évidence. Il montre que la vie a changé de nature à plusieurs reprises, notamment ici à 2 reprises très importantes, et que ces grands changements dans la biodiversité vont marquer les limites entre les aires géologiques. Alors très intéressant, c'est que Phillips, à son époque, disait « Il ne s'agit pas ici d'une extinction ou d'une chute de la biodiversité réelle, il s'agit simplement d'une absence de données dans les couches qui nous intéressent. » Oui, là encore, un petit souci de son côté. On sait aujourd'hui que son souci est que la préservation dans ces roches n'est pas mauvaise et que ces chutes de la biodiversité sont réelles. C'est ce que nous a montré plusieurs chercheurs, mais notamment un qui a consacré sa vie à l'étude de la biodiversité au cours des temps géologiques. C'est un chercheur américain qui nous a quittés récemment, qui s'appelle Jack Sepkoski, et qui a passé sa vie, littéralement sa carrière scientifique, à rassembler des données sur tous les êtres vivants qui vivaient dans les mers. Et ce chercheur a donc, à force de compiler, de rassembler ces données, a pu établir un jeu de données très important dont les chercheurs que les chercheurs actuels continuent d'utiliser. Et il a pu présenter pour la première fois la grande courbe de diversité des organismes marins. Alors cette courbe, c'est une courbe que vous retrouverez dans tous les manuels scolaires présents actuellement sur le marché, que vous soyez au collège ou au lycée, que vous soyez parents d'élèves de ces niveaux-là. Tous vos enfants auront ça dans leur livre de SVT, de biologie et de géologie. Alors, qu'est-ce que cette courbe très importante, fondamentale, le modèle actuel, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre qu'il y a environ 550 millions d'années, la biodiversité démarre très très brusquement avec un très grand nombre d'organismes qui apparaissent. Ça a fait l'objet d'une conférence au sein de ce cycle, c'est la fameuse qu'on appelle l'explosion cambrienne, un épisode de diversification énorme il y a 540 millions d'années environ. Après quelques petits soucis ici, il y a 530 et 500 millions d'années, on arrive au niveau de l'ère primaire à ce qu'on appelle un plateau, le plateau de l'ère primaire, où la biodiversité semble s'être stabilisée dans les niveaux marins. Et ce plateau, soudain, s'effondre ici à la limite permo-triassique, c'est-à-dire tout simplement à la limite entre l'ère primaire et l'ère secondaire. Et puis vous voyez qu'à partir de cette chute brutale, eh bien, la biodiversité redécolle de manière fulgurante, presque exponentielle, c'est-à-dire très rapide, avec quelques indentations ici, quelques chutes de la diversité, mais globalement, vous voyez qu'on a complètement changé de régime, complètement changé de nature, de trajectoire. D'abord un plateau, et puis après une évolution très très rapide, une augmentation du nombre de familles d'organismes marins. Voici donc une bonne estimation de la biodiversité pour les êtres marins. Pour les organismes terrestres, il y a du travail pour tout le monde. C'est notamment un chercheur anglais qui s'appelle Michael Jim Benton qui s'est occupé, pour sa part, des êtres vivants sur le continent, notamment des vertébrés sur le continent. Et il obtient ce type de courbe. On va toujours du plus ancien vers le plus jeune, de la gauche vers la droite ici. Et vous voyez qu'après quelques balbutiements, eh bien, à partir de l'ère secondaire, on a la même augmentation assez brutale, assez conséquente, qu'il suppose être exponentielle, jusqu'à l'actuelle. On ne retrouve pas ou peu ce plateau de l'ère primaire. Il serait peut-être présent ici, mais il est tellement petit, parce qu'il y avait peu de familles de vertébrés, de tétrapodes terrestres dans ces périodes géologiques, que statistiquement, on a du mal à savoir si c'est un phénomène réel ou un petit souci de données. Et puis enfin, à partir d'une base de données générale qui a rassemblé toutes ces données, on a pu établir la diversité de toutes les familles d'organismes marines et terrestres
pour l'ensemble des temps géologiques. Et vous voyez qu'on obtient exactement un mélange des deux courbes que l'on vient de voir, avec une sorte de plateau plus ou moins bien prononcé, mais qui est plutôt un plateau penché, et puis une grande extinction toujours entre l'ère primaire et l'ère secondaire, et puis enfin une augmentation exponentielle très rapide de la biodiversité jusqu'à l'heure actuelle. Alors, toutes ces courbes ont été faites pour de très nombreux groupes. Ici, c'est les invertébrés marins qu'on vient de voir. Les vertébrés qu'on appelle les tétrapodes, donc c'est tous les vertébrés sauf les poissons, entre guillemets. Également, la courbe établie pour la diversité des insectes, qui sont l'un des groupes les plus diversifiés à l'heure actuelle. Et vous voyez qu'on a, avec plus ou moins de résolution, plus ou moins de soucis qui sont propres à la préservation de ces différents organismes, différents modèles de diversification. Alors évidemment, une fois qu'on a ces courbes, qu'est-ce qu'on en fait? Mais il y a deux étapes. La première, c'est d'essayer de comprendre, de décrire ces motifs de diversité avec le plus de précision possible. Et pour ça, il y a plusieurs modèles mathématiques, plus ou moins simples et plus ou moins complexes, qui ont été proposés pour décrire la forme de ces courbes. Donc voici quelques modèles mathématiques avec une forme ici, soit en S, soit alors une forme exponentielle très, très simple. Et on peut reprendre ces modèles mathématiques en rajoutant un petit peu de piment. C'est le problème des extinctions, où on va interrompre ces courbes par une chute de la diversité pour voir comment est-ce qu'elle peut rebondir par la suite. On ne va pas rentrer évidemment dans le détail de ces courbes mathématiques, mais c'est la première étape, c'est essayer de comprendre quelle est la forme réelle de ces courbes. Une fois qu'on a cette forme, il va falloir expliquer cette forme. Pourquoi est-ce que ça pourrait être exponentiel? Pourquoi est-ce que ce serait une courbe de type de S, etc. Alors on rentrera, si vous voulez, plus tard dans le détail de ces processus qui nous intéresseront. Mais avant ça, on va s'intéresser à quelque chose que j'ai déjà mentionné, quelque chose qui vous a fait peut-être venir ce soir, c'est les fameuses extinctions, et également la notion d'extinction en masse, d'extinction massive. Alors, on va commencer simplement par une définition. Qu'est-ce que c'est finalement qu'une extinction? Ce n'est pas aussi simple que ça. Si on veut être vraiment rigoureux, on appellera une extinction la disparition totale et définitive d'un groupe naturel d'organismes. Alors, ça peut paraître bénin comme définition, mais en fait, c'est plus compliqué que ça en a l'air, parce que ce qu'on appelle un groupe naturel, il faut être sûr que les organismes qui s'éteignent appartiennent bien à une même famille, à un même ensemble homogène, avec un ancêtre, tous ses descendants, et que les porteurs de cette information, de ces morphologies, de cette physiologie, de cette biologie, ont tous disparu. Il peut y avoir, exactement comme dans une population humaine, des personnes qui disparaissent, qui nous quittent, mais elles sont distribuées dans plusieurs familles. Il arrive également que des familles entières disparaissent. Pour les espèces, c'est exactement la même chose. Eh bien, une extinction, une véritable extinction, c'est lorsqu'un groupe entier d'organismes, une famille complète ou un genre complet, va disparaître sans laisser de représentants. Alors ça a un rôle, une conséquence très importante, c'est que toute la biologie, toute la morphologie, toutes les informations portées par ce groupe d'organismes a existé, mais n'existe plus et n'existera plus. Voilà ce que l'évolution nous apprend. Alors ces extinctions, il ne faut pas croire que, bien qu'on sache que les dinosaures ont disparu en partie, ça se discute aussi ça, ces extinctions, il ne faut pas croire qu'elles soient limitées à certaines périodes géologiques. Voici au cours des temps géologiques la distribution de certains organismes, ici représentés par des barres verticales. Elles apparaissent au début de la barre, à la base de ces barres violettes, et puis elles disparaissent au niveau de leur sommet. Eh bien, vous voyez que, ici on est au niveau de l'ère primaire, que beaucoup d'espèces disparaissent à chaque niveau que l'on étudie. À chaque période de temps, à chaque étage géologique, on a des espèces qui disparaissent de manière définitive et qui ne laisseront pas de descendants. Donc, ce phénomène, il faut bien en être conscient, c'est que ces extinctions d'organismes, c'est omniprésent. Il existe tous les jours des espèces qui naissent, qui apparaissent par un processus qu'on appelle la spéciation, et il y a tous les jours des espèces qui disparaissent définitivement, et qui sont, ce phénomène est donc celui des extinctions. Donc ces extinctions omniprésentes au cours du temps. Cependant, il arrive que, à certains moments,
ces extinctions soient plus nombreuses, plus concentrées, plus brutales, plus amples qu'à d'autres moments. Si on reprend cette fameuse courbe des travaux de Sepkoski pour les organismes marins, on voit qu'à certains endroits ici, la chute de la biodiversité a été extrêmement profonde et brutale. Alors, des scientifiques se sont amusés à calculer ce qu'on appelle le taux d'extinction, c'est-à-dire le nombre d'espèces ou de familles qui disparaissent en fonction du temps géologique. Chaque petit point donne une valeur au cours des temps et vous voyez que ces points sont bien compris dans une zone ici encadrée par des pointillés. Cependant, il existe quelques points qui sortent largement de cet ensemble et vous voyez qu'ils sont au nombre de 5. Eh bien, c'est ce que certains scientifiques américains, dans les années 80, dont le fameux Sepkoski, ont défini comme étant l'ensemble homogène, c'est les extinctions communes qui arrivent tous les jours, celles que je vous présentais tout à l'heure, omniprésentes, c'est ce qu'on va appeler des extinctions de fond. Exactement comme il existe des bruits de fond, il y a des extinctions de fond, des espèces naissent, vivent et meurent tous les jours. Et enfin, ces 5 points ou ces séries de points, pour être plus précis, qui sortent vraiment de l'ordinaire, ce sont elles, les fameuses extinctions en masse. Un taux d'extinction anormalement élevé qui montre qu'à 5 moments au cours de la Terre, à 5 périodes géologiques, nous avons des extinctions intenses et des taux d'extinction très importants. Alors finalement, une extinction en masse, c'est une extinction de grande ampleur, qui est relativement rapide, qui affecte presque tous les groupes d'organismes, là aussi nous verrons les exceptions, et presque tous les milieux. C'est un phénomène très important qui a touché plusieurs groupes d'organismes, notamment les dinosaures. Ici, le dernier des dinosaures qui cherche un partenaire pour jouer au baseball et évidemment ne trouve personne pour jouer avec lui. Alors on va simplement faire un bref rappel, peut-être que vous les connaissez déjà, ces extinctions, peut-être pas. Je vais simplement d'abord vous les présenter et puis nous verrons dans un deuxième temps quelles peuvent être les causes de ces grandes extinctions en masse. Alors la première de ces extinctions en masse a lieu à la fin d'une période géologique qu'on appelle l'Ordovicien et qui se situe il y a environ 444 millions d'années. Elle correspond à cette chute de la biodiversité ici pour les organismes marins. Alors au cours de cette extinction, de nombreux groupes disparaissent totalement, mais beaucoup de groupes ont leurs effectifs qui sont réduits, mais ils vont quand même survivre. C'est le cas d'organismes particuliers qui sont très proches de nous, qu'on appelle des conodontes, dont on retrouve des éléments séparés, isolés dans les roches de l'ère primaire. C'est également le cas de ces organismes qu'on appelle les trilobites, que vous connaissez sûrement. Et puis enfin d'autres groupes comme des brachiopodes ou des organismes participant aux constructions, aux récifs coralliens. Cette extinction, qu'est-ce que l'on sait de cette extinction en masse à la fin de l'Ordovicien? On ne va pas rentrer dans le détail, mais ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que, bien qu'elle soit rapide, on a pu distinguer en fait 2 épisodes d'extinction. C'est une extinction en 2 temps. Un premier temps qui va vraiment élimer la diversité de chaque groupe d'organismes, avec une faible diversité qui va survivre, et puis enfin une deuxième partie qui va encore achever certains de ces pré-survivants pour permettre à la biodiversité de poursuivre son chemin un peu plus tard. La deuxième extinction en masse qu'a connue la vie au cours des temps géologiques a lieu vers la fin d'une période géologique qu'on appelle le Dévonien, il y a environ 375 millions d'années, et elle correspond à cette indentation ici. Alors, au cours de cette extinction, beaucoup d'organismes vont être touchés, des organismes marins qui participent par exemple aux récifs coralliens, comme ces organismes qu'on appelle des rugueux, qui sont proches des coraux actuels, des brachiopodes, qui sont des coquillages qui vivent exclusivement dans le milieu marin, les fameux trilobites qui vont être affectés par cette crise, mais qui ne vont pas tout à fait disparaître, de même que les brachiopodes. Et puis enfin, des grands groupes de vertébrés, comme par exemple ces poissons cuirassés, qu'on appelle les placodermes. Donc ces groupes, soit disparaissent totalement, soit alors, comme les trilobites, les brachiopodes par exemple, vont être très touchés, mais vont quand même avoir quelques représentants qui survivent. Enfin, nous arrivons à la troisième de ces 5 extinctions en masse, et celle-ci est très importante. Si vous devez retenir une extinction en masse, il faudrait retenir en fait celle-ci.
On connaît tous l'extinction des dinosaures, etc. C'est une extinction qui est très médiatisée, mais ce n'est pas celle-là. Celle-ci, elle est un peu moins bien connue, elle commence à faire l'actualité un petit peu plus, en témoigne un dernier numéro d'ailleurs dans Pour la science par exemple. Vous avez, à la fin de la période géologique qu'on appelle le Permien, il y a environ 250 millions d'années, ce fameux mur, véritable chute de la diversité, où tout change. Et on estime aujourd'hui que près de 95, voire 98 ou 99% des espèces présentes à cette époque disparaissent. C'est un taux d'extinction extrêmement élevé qui sort de tous les étendues statistiques qu'on peut imaginer et qui est d'une intensité fulgurante. La vie, en fait, a failli disparaître, c'est ce que l'on a l'habitude de dire sur cette extinction. La vie a failli disparaître à la fin de l'ère primaire. Alors les fameux organismes qu'on a vus tout à l'heure, comme les rugueux, ces fameux organismes des récifs coralliens, cette fois-ci n'ont pas pu résister, ils ont déjà résisté à plusieurs extinctions, celles qu'on a vues tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est la fin définitive de tout ce groupe. C'est la fin aussi définitive d'autres groupes qui participaient à ces récifs coralliens, qu'on appelle des tabulés, qui disparaissent totalement, on ne les reverra jamais plus. L'extinction de ces deux groupes va pouvoir laisser la place à d'autres espèces qui forment aujourd'hui les coraux, les récifs coralliens que nous connaissons. C'est la fin également définitive, cette fois-ci, des fameux trilobites dont on a déjà parlé. Et enfin, c'est la fin définitive de très nombreux groupes. La liste serait trop longue pour vous la présenter, mais ici un exemple chez les vertébrés avec des poissons qui ressemblaient un peu à des requins dans leur forme, qu'on appelle des acanthodiens. Il y a tout type d'organismes dans tous les milieux. Tous ces organismes sont touchés et 95% d'entre eux, au moins, disparaissent. Quatrième extinction en masse dans notre catalogue, c'est celle qui affecte la vie, la biodiversité, à la fin de la période qu'on appelle le Trias, il y a environ 216 à 200 millions d'années. Alors en fait, c'est une extinction en masse qui est plus ou moins bien comprise. C'est un peu comme les dentifrices, c'est une extinction 2 en 1. Il y aurait peut-être deux épisodes d'extinction qui se suivraient pour expliquer une chute de la biodiversité à ce moment. On est ici dans l'ère secondaire. Alors les victimes de cette extinction, ou de ces extinctions, sont des groupes d'organismes marins qui ressemblent un peu aux ammonites aujourd'hui et qui forment ce qu'on appelle le groupe des cératites. Il y a aussi comme victimes ces animaux qui ressemblent à des crocodiles, qui n'en sont pas, qu'on appelle les phytosaures, et puis également d'autres groupes de vertébrés terrestres, comme aux noms imprononçables, comme par exemple les rhynchosaures. Donc tous ces groupes très diversifiés qui avaient repris la diversification après cette grande extinction du Permien qu'on a vue tout à l'heure, et bien tous ces organismes, ils venaient juste de réparer la grande extinction qui avait précédé, et badaboum, ils s'en reprennent une et disparaissent de manière définitive. Et enfin, cinquième extinction en masse documentée par les fossiles, c'est la fameuse crise du Crétacé, c'est-à-dire la fin de l'ère secondaire, qui a lieu il y a 65 millions d'années, et qui, comme vous le savez sûrement, fait disparaître de très nombreux groupes d'organismes dans les mers, sur Terre, parmi eux tous les dinosaures non aviens, c'est-à-dire qui ne participent pas à la lignée des oiseaux, qui sont leurs descendants actuels, tout le groupe des ptérosaures, qui sont les reptiles volants, qui sont des cousins proches des dinosaures, mais qui n'en sont pas, et puis enfin les fameuses ammonites, enroulées ou déroulées, au choix, et qui vont s'éteindre de manière définitive il y a 65 millions d'années. Alors cette extinction, elle est très connue, elle est très médiatisée, mais comme on l'a vu, ce n'est pas la plus intense au cours des temps géologiques. Alors nous les avons vues, ces extinctions en masse. Il s'agit maintenant d'essayer d'en voir les causes. J'ai décidé de mettre ces causes un petit peu à part de la présentation de ces différentes extinctions en masse, parce que vous allez voir que les arguments et les causes que l'on avance sont souvent les mêmes. Alors, on a vu ce que c'était qu'une extinction, et en fait, pour éteindre une espèce, il faut d'abord, le plus souvent, un changement dans son environnement, dans son milieu de vie. Vous voyez ici, par exemple, une photo d'une forêt, ici, d'un milieu désertique. Quand on passe de ce type d'environnement à celui-ci très rapidement, beaucoup d'espèces ne vont pas pouvoir survivre, tout simplement parce qu'elles n'ont pas la possibilité de s'adapter, d'évoluer suffisamment rapidement pour s'adapter à ce nouvel environnement.
et puis parce qu'elles ne pourront peut-être pas fuir ou trouver d'autres solutions pour survivre. Donc un changement environnemental entraîne le plus souvent l'extinction des espèces. Donc pour trouver la cause des extinctions, il faudrait savoir quels sont les facteurs qui génèrent à l'échelle globale, qui peuvent provoquer à l'échelle du globe des changements environnementaux très marqués. Eh bien, la première cause que l'on peut tout de suite invoquer, c'est le climat. Alors ici, on va prendre un exemple. C'est par exemple la grande extinction en masse de l'Ordovicien, il y a 444 millions d'années. Voici les visages de la Terre à cette période. Une machine à remonter le temps, il y a 444 millions d'années, nous permettrait de voir que la disposition des continents est très différente de celle d'aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, quand on se promène du côté du Sahara, on observe des choses très étranges. On observe des roches qui sont complètement rabotées et striées par le passage d'énormes masses glaciaires. Et on trouve également des dépôts typiquement qui signent la présence de grands glaciers. Et ces glaciers sont datés de la fin de l'Ordovicien, exactement au moment où l'extinction a lieu. Donc une présence en fait, d'une calotte glaciaire, plus ou moins centrée sur l'Afrique saharienne actuelle, et qui se manifeste à la fin de cette période. Et l'on observe la disposition de cette calotte glaciaire est marquée ici par cette barre noire, et vous voyez que cette extinction ordovicienne, elle a lieu exactement dans cet intervalle de temps, et notamment dans ses limites. Lorsque cette calotte glaciaire se met en place, il y a une première phase d'extinction, et lorsque cette calotte glaciaire va disparaître, une deuxième phase d'extinction. On a également d'autres variations de l'environnement sur lesquelles on va revenir tout de suite. Donc ici, on l'observe pour l'Ordovicien, mais c'est vrai pour d'autres extinctions en masse, celle du Permien, entre l'ère primaire et l'ère secondaire, et puis également celle qui achève les dinosaures. Des changements climatiques sont connus, des changements dans l'humidité, avec des milieux plus ou moins arides, des changements de température très brutaux, et des changements, comme on l'a vu ici, avec la présence de calottes glaciaires. Deuxième phénomène, qui n'est pas indépendant du premier, c'est les variations du niveau marin. Alors vous savez que les niveaux des mers fluctuent au cours du temps géologique. La mer peut se retirer et détruire certains habitats côtiers, et puis la mer peut également remonter en créant ou en générant, en modifiant des habitats, par exemple, de coquillages littoraux. Donc ces variations vont jouer énormément sur la distribution des organismes, et c'est un des moteurs clés pour faire disparaître, si vous voulez, beaucoup d'espèces marines qui vivent dans des milieux peu profonds. Ce niveau marin est aussi associé à d'autres phénomènes qu'on appelle des phénomènes anoxiques, ou ici le phénomène d'anoxie. C'est tout simplement, pour vivre dans une eau marine en toute quiétude, il faut que cette eau marine soit oxygénée, qu'elle contienne du dioxygène. Or, il arrive qu'à certains moments, et par certains processus, le taux d'oxygène présent dans l'eau de mer, soit très réduit, voire presque absent. Dans de telles conditions, évidemment, beaucoup d'organismes vont disparaître. On peut repérer ces événements d'anoxie en étudiant les roches qui vont contenir beaucoup de matière organique et des composés qu'on dit réduits. Alors, ces variations du niveau marin et ces phénomènes d'anoxie ont été invoqués d'une part pour la crise du Dévonien, l'extinction en masse du Dévonien, également pour celle du Permien, également pour la crise entre Crétacé-Tertiaire pour les dinosaures. Pour beaucoup d'extinctions en masse, on observe des variations du niveau marin et souvent également des épisodes de mauvaise oxygénation des eaux. Enfin, non, il y en a encore d'autres à venir, mais un facteur également très médiatisé, très bien connu, c'est celui des impacts météoritiques. Vous savez qu'il y a tous les jours, la Terre reçoit du matériel en provenance de l'espace qui viennent s'écraser sur Terre. Alors en général, on ne le voit pas, ou bien ces particules sont fondues avant de toucher le sol, et parfois ces blocs sont suffisamment gros pour atterrir sur Terre et faire des dégâts. Alors évidemment, ça a donné lieu à beaucoup d'images, plus ou moins spectaculaires, notamment pour l'extinction des dinosaures. C'est sur celle-ci qu'on va un petit peu s'attarder dans les prochaines minutes. Alors quelles sont les preuves dont on dispose pour savoir qu'il y a par exemple 65 millions d'années, quand les dinosaures s'éteignent, un impact météoritique? Eh bien tout commence par les recherches d'un groupe de chercheurs américains animé par un prix Nobel de physique qui s'appelle Luis Alvarez, son fils et puis quelques collègues, et qui vont aller travailler sur un site très connu qui s'appelle Gubbio, qui est localisé en Italie.
Leur objectif est simplement d'utiliser certains éléments chimiques comme l'iridium pour dater les roches. Leur objectif premier est d'essayer de trouver une nouvelle méthode pour dater les roches. Alors ils font des mesures dans ce site de Gubbio où apparaît la limite entre l'ère secondaire et l'ère tertiaire, la fameuse limite Crétacé-tertiaire. Alors ils font des mesures dans ces roches et qu'est-ce qu'ils découvrent? C'est que le niveau d'un élément qu'on appelle l'iridium, qui fait partie d'une famille proche de l'or et du platine, cet élément très lourd est exceptionnellement abondant. On ne comprend pas pourquoi une telle quantité d'iridium peut être présent dans un niveau géologique de ce type-là. Alors en réfléchissant bien, ils se sont rendus compte que cet iridium est très fréquent dans les roches présentes et constituant les météorites. Ils ont donc lancé une première hypothèse en 1980 en disant que la concentration anormale d'iridium dans ces niveaux-là, dans ces niveaux qui marquent la fin des dinosaures, pourrait être le résultat d'un impact météoritique. Alors cet article a provoqué une effervescence dans la communauté scientifique. Tout le monde s'est précipité pour regarder est-ce que ce pic d'iridium était trouvé ailleurs qu'en Italie. Il s'avère que oui, on en a trouvé presque partout dans le monde, du Japon à la Tunisie en passant par le Danemark. On retrouve ce même niveau d'argile noire qui contient cette anomalie en iridium. Et puis, en cherchant encore mieux, on a trouvé d'autres preuves accablantes pour un impact météoritique. On observe donc ce pic d'iridium, mais on trouve également dans ces niveaux associés ce que l'on appelle des quartz choqués. Ce sont des minéraux qui sont très résistants à l'érosion et qui vont... très résistants, le quartz est un minéral très résistant, et pour fabriquer des telles figures ces telles stries, il faut des chocs, un impact et des pressions qui sont considérables et que l'on ne connaît pas sur Terre. Sauf, évidemment, si un impact météoritique ou un météorite pourrait le générer. On trouve aussi d'autres éléments chimiques, ce qu'on appelle des spinels nickelifères ou des sphérules, bref, des éléments, des minéraux, des roches que l'on peut trouver, que l'on ne peut expliquer que par un impact météoritique, parce qu'elles résultent de la fusion des roches lorsqu'il y a impact, ou alors des fusions de ces roches lorsqu'il y a pénétration d'un corps météoritique dans l'atmosphère terrestre. Et enfin, tous ces éléments, toutes ces preuves se sont vues confirmées et vraiment soutenues par la découverte plus ou moins récente dans la péninsule du Yucatan, au Mexique, d'un cratère qui correspond en taille, en âge, à un impact météoritique qui aurait eu lieu il y a 65 millions d'années, exactement contemporain de l'extinction des dinosaures et de leurs alliés. Alors, nous voici en présence d'une preuve formelle d'un impact météoritique. Maintenant, pour passer de cet impact météoritique au phénomène d'extinction, il y a encore beaucoup de travail à faire. Autre modalité pour les extinctions, c'est le volcanisme. En effet, on sait aujourd'hui, en étudiant les éruptions volcaniques actuelles, que des grandes éruptions volcaniques peuvent, par l'émission de gaz et de poussière, faire varier le climat et générer des changements environnementaux très très marqués. C'est le cas, par exemple, en Sibérie. On a trouvé de tels épanchements volcaniques qui représentent près de 3 millions de kilomètres cubes de lave qui se sont épanchés en Sibérie il y a 250 millions d'années, à la fin du Permien. Ces épanchements sont contemporains de la fameuse grande extinction que l'on a vue tout à l'heure, où presque 95% des espèces ont disparu. Autre preuve de ce volcanisme, c'est en Inde, cette fois-ci, dans ce qu'on appelle les trappes du Décan, qui sont des empilements de roches sédimentaires et volcaniques, vous voyez, qui couvrent une surface énorme, et encore ces roches ont été érodées au cours du temps, et qui représentent près de 2 millions de kilomètres cubes de matériaux volcaniques, également épanchés à la fin du Crétacé, exactement au moment où les dinosaures et où l'impact météoritique que l'on vient de voir ont été générés. Alors évidemment, pour ces extinctions, il y a eu beaucoup d'hypothèses plus ou moins farfelues qui ont été associées. Il y a eu une effervescence sur des pulsions de certaines étoiles, sur des hypothèses plus farfelues, comme quoi le tabac peut nuire gravement à la santé, ou sur l'intervention de petits hommes verts. Il y a eu beaucoup de choses de dites. Donc évidemment, il s'agit de faire le tri lorsque l'on lit toutes ces informations. En tout cas, vous voyez que pour beaucoup de ces extinctions en masse, on a tout un ensemble de causes, et que ces causes
quand on les prend une à une, ne sont pas suffisantes pour expliquer les phénomènes d'extinction. Et on se rend compte que lorsqu'il y a des grandes extinctions, comme par exemple ici à la fin de l'ère primaire et à la fin de l'ère secondaire, on a des modifications environnementales qui sont conjointes, qui apparaissent au même moment. On a par exemple des phénomènes d'anoxie, c'est-à-dire de problèmes d'oxygénation de l'eau marine. On a également ici, à cet endroit, les fameux épanchements volcaniques dont on vient de parler. On a également des variations du niveau marin qui marquent une tendance à la diminution depuis quelques millions d'années à la fin du Permien. Bref, tous les éléments donnent l'impression qu'ils se conjuguent pour amener à ces extinctions. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais pour vous dire quels sont les liens qui existent entre ces différents facteurs, vous voyez que c'est des schémas extrêmement compliqués et que lorsque l'on fait bouger le niveau des mers, le climat est affecté. Lorsque le climat est affecté, le changement des mers l'est également. Le volcanisme peut être associé à certains de ces événements. Bref, tous ces éléments en fait s'emboîtent et s'enchaînent, ce qui est un véritable casse-tête pour comprendre comment une extinction a réellement lieu. Et on ne va pas chercher une cause, mais un ensemble de causes et les relations qui existent entre ces causes. Alors, on va très rapidement voir, en face de ces extinctions en masse, est-ce que toutes les espèces ont la même chance de s'éteindre ? Eh bien, la réponse, je vous la donne tout de suite, est non. En effet, lorsque l'on a une phase d'extinction, on voit toujours un intervalle, ici qui est appelé une cause néfaste, c'est-à-dire un moment où l'environnement va changer brutalement, et beaucoup d'espèces, quand on modélise ceci, on va voir que beaucoup d'espèces, en effet, s'éteignent définitivement. C'est la fameuse extinction en masse que l'on observe. Mais on voit aussi que certaines espèces ne sont présentes ou sont très diversifiées uniquement dans cet intervalle où les changements environnementaux, alors qu'ils sont néfastes pour d'autres, ils profitent à ces espèces. D'autres vont résister plus ou moins bien parce qu'ils étaient préadaptés ou qu'ils avaient des capacités de survivre à ces causes néfastes. D'autres vont se protéger dans des petits refuges ou vont pouvoir bouger dans des refuges où les conditions sont meilleures. Moralité, lorsque l'on a une extinction en masse, bien qu'elle soit soudaine, qu'elle affecte beaucoup de groupes vont s'éteindre, ici comme certains dinosaures, mais beaucoup d'autres vont passer des limites d'extinction majeure. Ici, on est à 65 millions d'années, c'est-à-dire à la fin du Crétacé, lorsque les dinosaures s'éteignent, et vous voyez que les crocodiles, les serpents, des mammifères, des tortues, des grenouilles, des lézards passent cette limite, passent cette extinction majeure sans encombre. Alors si on vous dit que l'extinction en masse est due, ou la disparition des dinosaures est due à une météorite ou au volcanisme, c'est vrai, c'est probablement des éléments qui ont joué dans l'extinction, mais aujourd'hui, on ne s'intéresse presque plus aux causes de la survie des espèces qu'aux causes de leur distinction. Pourquoi est-ce que beaucoup d'espèces disparaissent alors que beaucoup d'autres survivent ? Simplement une illustration, toujours à 65 millions d'années, voici la courbe de diversité des amphibiens, comme les grenouilles, et vous voyez qu'au moment où les dinosaures s'éteignent, la diversité des grenouilles est en pleine expansion. En fait, on a pu montrer que cette diversification ici des grenouilles était presque exponentielle lorsqu'on la met sur une échelle logarithmique. On ne rentrera pas dans le détail, mais en tout cas, c'est une diversification. Ils sont en plein essor, en pleine diversification. Si vous avez déjà vu des grenouilles ou si vous en élevez, vous savez que c'est des organismes qui sont très sensibles aux variations environnementales, aux variations climatiques, à la température. Et on ne s'explique pas pourquoi de tels organismes ont très bien survécu il y a 65 millions d'années, alors que les dinosaures, aussi impressionnants soient-ils, n'ont pas laissé de descendants, les oiseaux mis à part. Alors une autre question qui est intéressante, je suis à court de temps, donc je vais accélérer un petit peu ou passer rapidement là-dessus. On peut se poser la question, toutes les espèces évoluent, et on peut se dire qu'une espèce qui a beaucoup évolué, qui a, si vous voulez, de la bouteille, devrait être peut-être plus résistante à un phénomène d'extinction qu'une espèce qui vient juste d'apparaître et qui n'a peut-être pas assez d'armes pour résister à ces extinctions en masse. Donc on s'attendrait à voir, par exemple, beaucoup de biologistes s'attendaient à voir que les espèces plus âgées soient peut-être plus résistantes que les espèces jeunes, ou alors la situation inverse. Mais en tout cas qu'il y ait des variations notables entre la chance que l'on a de s'éteindre, ou le risque, pour être plus précis, que l'on a de s'éteindre en fonction de son âge. Alors on peut étudier ça en faisant des différentes courbes de survie, en montrant le nombre d'espèces qui s'éteignent en fonction de leur durée de survie.
Si toutes les espèces s'éteignent avec une même chance, une même probabilité, quel que soit leur âge, ces telles courbes de survie devraient avoir l'aspect d'une droite. Donc on s'attendait à tout, sauf à une droite. Alors un scientifique américain, Van Valen, a étudié ces courbes, et voici ce qu'il obtient. Il obtient, pour des organismes planctoniques, marins, pour des organismes marins qui bougent, qui sont fixés ou qui nagent activement, pour des vertébrés, ces courbes de survie sont droites. Ça, c'est une découverte fondamentale qui a été faite dans les années 70 et qui est aujourd'hui encore plus d'actualité et qu'on a transposée même au niveau moléculaire. En effet, ce scientifique, Van Valen, a montré que la probabilité ou le risque d'extinction d'une espèce est indépendante de son âge. Pourquoi une espèce, qu'elle soit jeune ou qu'elle soit ancienne, elle a finalement le même risque de s'éteindre qu'une autre. Alors, il a baptisé ceci l'hypothèse de la reine rouge, pour une raison assez simple, c'est que pour expliquer ce fait, il va falloir mettre en relation la probabilité d'extinction qui est constante et puis aussi l'évolution. C'est-à-dire que les espèces vont évoluer, elles continuent d'évoluer, mais bien qu'elles évoluent, leur probabilité d'extinction reste la même. Comment expliquer ce phénomène? Il a pris la métaphore d'Alice au Pays des Merveilles. Vous connaissez peut-être ce chapitre où Alice rencontre la fameuse Reine Rouge et qui lui lance un petit défi qui lui dit « Maintenant, il faut courir le plus vite possible pour rester sur place ». C'est exactement ce que les espèces font, c'est-à-dire qu'elles évoluent aussi rapidement qu'elles le peuvent, mais bien qu'elles évoluent très rapidement, leur probabilité d'extinction reste la même. Enfin, nous allons voir quelles sont les conséquences de ces extinctions et quel rôle est-ce qu'elles jouent dans l'évolution. Alors, une fois que les dinosaures se sont éteints, par exemple, pour reprendre cet exemple de la fin de l'ère secondaire, il y a 65 millions d'années, les dinosaures s'éteignent au niveau de cette ligne rouge. Et voici ici la diversification des mammifères. Vous voyez qu'une fois cette limite de 65 millions d'années passée, les mammifères, tout d'un coup, leur diversité va complètement exploser. C'est ce qu'on appelle une radiation évolutive. Les mammifères vont se diversifier, occuper tous les milieux, augmenter leur masse corporelle dans l'ensemble et vont donc subir une véritable radiation évolutive, une diversification très intense. Tout ça parce que les dinosaures étaient des organismes exclusivement terrestres, que les mammifères, à cette époque-là, l'étaient aussi, et donc on avait une sorte de compétition entre ces deux groupes. La disparition des dinosaures a permis à ces mammifères de se diversifier. Ils existaient bien avant, les mammifères, ils existent depuis le début, à peu près le début de l'ère secondaire, et mais ils ont dû attendre l'extinction des dinosaures pour vraiment exprimer toute leur diversité. Donc première observation, c'est qu'une extinction en masse, en fait, elle va, en supprimant des espèces, elle va laisser la place à d'autres espèces pour prendre le relais. Exactement la même chose s'observe pour les oiseaux. Après l'extinction définitive d'oiseaux il y a 65 millions d'années, nous avons ici une diversification des groupes modernes d'oiseaux qui, ceux que nous connaissons, sont apparus et se sont diversifiés il y a environ 65 millions d'années après cette fameuse limite Crétacé-Tertiaire. Moralité pour le rôle de ces extinctions, ce qu'elles ont fait et en quoi elles ont joué dans l'évolution. Elles ont donc, comme on l'a vu, généré des chutes de la biodiversité. Elles ont restructuré cette biodiversité parce que les acteurs ne sont plus les mêmes. Simplement une illustration, nous voici cette fois-ci à l'extinction entre l'ère primaire et l'ère secondaire, au Permien. Voici représentés par des codes couleurs différents groupes de plantes. Voici la situation qu'on avait à la fin de l'ère primaire. Voici l'extinction ici en rouge. Et vous voyez que à partir de cette extinction, les nouvelles espèces qui vont dominer les assemblages de plantes sont complètement différents. On a des forêts et des assemblages de plantes qui sont différents. Ce ne sont pas les mêmes acteurs, ils n'ont pas la même abondance, ils n'ont pas la même diversité. On a complètement changé la structure de la biodiversité et les composants de cette biodiversité. Autre exemple, on a ici la courbe de diversité de deux types d'organismes marins, les fameux brachiopodes dont on a parlé, et puis les bivalves, donc les mollusques comme les huîtres que l'on mange à Noël, quand on a les moyens en tout cas. Voici la courbe de diversité de ces deux groupes, et vous voyez que les brachiopodes qui étaient
relativement bien diversifiés avant la crise il y a 250 millions d'années, vont être complètement anéantis et survivre jusqu'à aujourd'hui, mais dans des niveaux de diversité très faibles. Les bivalves vont profiter de cette extinction des brachiopodes qui sont en compétition directe avec eux pour en profiter et commencer à faire décoller leur diversité et se diversifier intensément, puisqu'ils occupent aujourd'hui la majorité des écosystèmes, alors que les brachiopodes sont beaucoup plus restreints en termes de diversité. Donc sur cette diapositive sur laquelle je vais conclure, nous avons vu que les extinctions en masse jouent un rôle fondamental dans l'évolution de la vie, parce qu'elles permettent de changer les acteurs qui font ce grand théâtre de la biodiversité, qu'elles ont éliminé certains groupes que l'on ne reverra jamais pour laisser une chance à d'autres de pouvoir s'exprimer. Si les dinosaures ne s'étaient pas éteints, les mammifères ne se seraient peut-être pas diversifiés avec cette ampleur et nous ne serions peut-être pas là. Nous sommes peut-être le fruit, et même sûrement, le fruit de plusieurs extinctions, dont certaines extinctions en masse. Autre conséquence, autre conclusion que l'on peut tirer de ces données, c'est que cette biodiversité, vous avez vu qu'elle a subi de très nombreux aléas naturels, sans l'intervention de l'homme qui était absent de toutes ces extinctions. Aujourd'hui, nous sommes peut-être en train d'assister à la 6e extinction en masse, c'est ce que certains auteurs prédisent. Cette fois-ci, plus de niveau marin, plus de variations, des variations dans le niveau marin, mais ce n'est plus une cause naturelle, c'est des causes qui sont ultimement, de manière proximale, générées par les activités humaines. C'est pourquoi ces problématiques méritent une attention toute particulière, une attention tout aussi particulière que celle dont vous avez bien voulu faire part ce soir. Merci beaucoup.